Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Maryline Hérault. La COP26 se termine aujourd'hui à Glasgow et on fait le bilan avec notre invitée Anna Créti, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'université Paris-Dauphine. Bonjour Anna Créti, bienvenue. Bonjour Anna Créti. Et merci d'être avec nous de nouveau ce matin sur Sud Radio. Vous avez reçu la semaine dernière, au tout début de cette COP26. Alors avant de parler des différents engagements qui ont été annoncés au cours de ces 2 dernières semaines, quel bilan global vous tirez de cette COP26 ? Rendez-vous manqué ou bien quand même des motifs de satisfaction ? Il est difficile d'avoir une ligne unique, de dire qu'on est satisfait ou pas. On attend toujours plus des COP, mais en même temps, on sait très bien que ce n'est pas là où il y a des grands avancements, parce qu'il s'agit de grandes messes médiatiques et atteindre l'accord de toutes les parties présentes est un grand travail diplomatique plus qu'économique. Donc toute la question, c'est de voir aussi dans les mois, les années qui suivent, qu'est-ce que la COP déclenche. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est mieux ou sans ces moments où on attend beaucoup et de fait, il ne se passe toujours rien par rapport à ce qu'on voudrait voir, réaliser, mais ce n'est pas l'endroit où les vraies décisions arrivent de façon consensuelle à être écrites noir sur blanc. On a quand même hier soir le secrétaire général de l'ONU qui parle tout de même d'engagement qui sonne creux sans une sortie des énergies fossiles. C'est une façon de taper du poing sur la table, c'est un vœu pieux. Selon l'ONU, donc les calculs qui ont été faits par rapport aux engagements qui ont été confirmés par les pays signataires de l'accord de Paris, le montant global des émissions amènerait à un réchauffement qui est de l'ordre de 2,7 degrés, alors que la cible à 2050, c'est de 1,5. Donc, il y a évidemment un élément qui n'est pas de rassurant et d'autre part ces messages continuent. Ce n'est pas la première fois que l'ONU se bat pour cette question. La sortie des fossiles et les changements, la décarbonation de l'économie ne vont pas assez vite. Mais ça, on le savait déjà. Sauf que c'est l'endroit où il est comment dire, il est bon de le souligner parce qu'il a sous la main tous les pays. On va revenir sur les différents engagements qui ont été pris et peut-être commençons déjà par cette déclaration conjointe de la Chine et des États-Unis sur le renforcement de l'action climatique. Elle vous a surpris cette déclaration commune entre deux pays? Faut le rappeler quand même, aux relations particulièrement tendues en ce moment. Oui, et d'ailleurs, au moment où ils ont annoncé cet accord, les premiers mots ont été que bien que la Chine et les États-Unis ne soient pas d'accord en ce moment sur d'autres sujets, ils ont jugé opportun de se réunir pour l'instant, je dirais de façon symbolique, mais non négligeable, pour rehausser l'ambition climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret vraiment? C'est un premier pas. Pas encore, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu cet accord bilatéral entre les États-Unis et la Chine. C'est ce qui avait aussi rendu possible en 2015 le fait que les deux pays soient signataires de l'accord de Paris. Donc, je pense qu'il y a un peu un fil conducteur dans ces analyses ou cette volonté du moins de s'afficher ensemble pour ce qui concerne l'action climatique. Maintenant, comment deux pays qui sont les plus gros pollueurs du monde et qui ont, dans l'industrie des fossiles, autant l'un que l'autre, une grande partie de leur économie, comment cela va évoluer, c'est tout l'enjeu du post-COP. Autre alliance, autre engagement hier, Anna Créti, ce sont ces 12 pays, dont la France, qui s'engage à abandonner le gaz et le pétrole. On parle beaucoup de la question des échéances. Là, il n'y a pas d'échéance. Est-ce que là, il n'y a pas encore un souci, justement, sur ces dates, justement, à donner un moment, à s'engager, finalement, ça fait partie de ça aussi, de donner des échéances?
Il n'y a pas eu d'échéance et les 12 pays signataires ne sont pas les pays qui sont des gros producteurs ou des gros, c'est peut-être des importateurs, mais pas des gros producteurs d'énergie fossile. Donc, quelque part, je ne dis pas que c'est plus facile parce qu'il s'agit quand même d'une décision là aussi importante. L'échéance aujourd'hui ne peut pas être vraiment inscrite noir sur blanc parce que il est sûr que sortir des fossiles n'est pas exploiter de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, c'est plus que nécessaire si on veut atteindre, on ne dit pas 1,5, mais 2 degrés au moins. Le problème, c'est qu'aucune économie est vraiment préparée à ça. Et cela va des citoyens. Sommes-nous préparés à changer notre vie, changer notre mode de déplacement jusqu'aux États? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas brûler des énergies fossiles? On commence à bien le voir. Et aux grandes entreprises aussi. Oui, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas assez vite. Et donc, c'est quelque part, mettre une échéance n'aurait pas été non plus très réaliste. Anna Créti, la France s'est abstenue, en l'occurrence, de s'engager pour la fin des voitures thermiques d'ici à 2040. C'est pourtant l'engagement qui a été pris ici par 30 pays, dont notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède ou encore Israël. Comment expliquez-vous ce refus? C'est dû à quoi? Disons qu'il peut y avoir des raisons qui sont spécifiques à l'industrie ou au plan de relance qui a quand même ciblé les voitures électriques, sauf que probablement il n'y a pas eu encore une trajectoire qui soit décidée et concertée avec les acteurs de l'industrie automobile, raison pour laquelle il était probablement pas clair dans la feuille de route française que cet accord soit faisable. En même temps, il devra y avoir un changement parce qu'en Europe, déjà dès 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc, il s'agit de comprendre encore une fois comment chaque pays va s'organiser. Probablement, la France n'était pas encore prête. Autre sujet qui fait énormément débat, c'est le nucléaire. Cette fois-ci, avec l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark notamment, qui ont décidé hier, qui ont profité de cette COP26 pour contester la classification de cette source d'énergie comme investissement vert par l'Union européenne. C'est une façon de dire plutôt une énergie fossile que le nucléaire. C'est un débat qui en Europe dure depuis déjà presque 2 ans et qui empêche la fameuse taxonomie verte d'être opérationnelle. Il y a donc cette ambiguïté sur le fait qu'on puisse intégrer les nucléaires, mais aussi le gaz comme des éléments forts pour la transition et donc comme des investissements possibles fichés en tant que verts. Alors, ce n'est pas seulement à la COP, je ne suis pas étonnée. C'est vrai qu'il y a une dissonance entre l'annonce faite aussi par Macron et, disons, ce qui se passe sur la scène internationale. Mais de toute façon, il n'y a pas de consensus sur le fait que les investissements dans le nucléaire pourront être supportés dans les cadres des stratégies nationales bas carbone. Anna Créti, c'est quand même surprenant de se dire qu'en fait, on est encore au stade de la classification entre ce qui est une énergie verte et ce qui n'est pas une énergie verte. Et quand on parle éventuellement de sanctions financières, où là, il y aurait vraiment un impact possible sur cette transition, finalement, ça veut dire qu'on en est encore très loin, c'est ça ? Ce n'est pas étonnant parce que, pour ce qui concerne là, une sphère un peu plus petite, il s'agit pour la taxonomie verte en Europe, il s'agit d'avoir l'accord de seulement, entre guillemets, 27 pays par rapport à la COP où il y en a 190. Les intérêts, en fait, sont très divergents parce que inclure ou non une énergie dans cette taxonomie verte va créer un potentiel en fait de déstabilisation de certaines économies.
et de certains plans d'investissement. Donc, si on n'a pas aussi une idée claire des moyens financiers qui peuvent accompagner aussi la sortie des fossiles, malheureusement, on retombera toujours dans ces contradictions. On n'aura jamais un horizon clair et une date qui va être signée par peut-être plus que 12 pays, on l'espère, et surtout une idée de la redistribution financière qu'il faut faire pour que cette transition soit vraiment une réalité. En un mot pour conclure, c'est quoi la prochaine date justement pour ces COP, le prochain rendez-vous? Chaque année, il va y avoir un rendez-vous. Donc, on est habitué désormais à avoir ces défilés. De fait, les plus importantes sont toutes les 5 ans. Parce que c'est les moments de COP décisives. Donc, encore une fois, on rallonge l'horizon sur 5 ans. Mais d'ici là, comme cela a été le cas depuis l'accord de Paris, plusieurs ouvertures sont possibles et sont nécessaires, et je pense qu'on va avoir des progrès. Merci beaucoup Anna Créti d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'université Paris-Dauphine. Bonne journée à vous. Bonne journée. En tout cas, nos auditeurs sur la COP26 sont unanimes à la question: la montagne a-t-elle accouché d'une souris? À 79% oui. Oh, unanime. 79%. 17% ne me semblent pas concernés. Oui, c'est unanime. Oui, dans ce cas-là, oui effectivement, oui, mais je me tais. En tout cas, il est 7h56 sur Sud Radio. Restez avec nous. Tout à l'heure, dans le petit déjeuner politique, on recevra Yann Brossa, maire adjoint de Paris, en charge du logement et directeur de campagne de Fabien Roussel. Et dans quelques instants, c'est Elisabeth Lévy dans Lévy sans interdit. À tout de suite, 7h57 sur Sud Radio.